Bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, prochaine capsule sur l'univers technologique. Donc on commence la nouvelle matière. On va commencer aujourd'hui tranquillement, par exemple, on va y aller soft avec les matériaux. Donc, on va se rappeler de ça par contre, donc les contraintes ou les forces. Donc je sais qu'en secondaire 1 et 2, vous avez beaucoup entendu parler des forces. En secondaire 3 et 4, puis même en fait, je vous dirais jusqu'à la fin de votre vie, si vous continuez dans le domaine du génie, vous allez entendre parler surtout des contraintes. Pourquoi il y a deux mots? En fait, c'est que c'est plus facile de comprendre le principe des forces parce que tout le monde a déjà entendu le mot force en son art 1 et 2. C'est un peu plus facile de comprendre le mot force. Sauf que le vrai terme, en fait, on devrait parler des contraintes. Sauf que ça fait référence aux forces. Donc, c'est deux choses qui sont comme très intrinsèquement liées. Donc, rappel des contraintes. Donc, tout dépendant de l'objet technique qu'on va vouloir construire, il faut savoir c'est quoi les types de contraintes que l'objet va subir. Si on ne va pas utiliser les mêmes matériaux par rapport à la même force. Donc, les contraintes qu'on va voir sont la compression, donc on en a déjà entendu parler, donc ça va écraser les matériaux, la traction ou la tension, ça va étirer les matériaux, et la torsion qui va tordre les matériaux. Quand on va parler de flexion et de cisaillement, donc ça c'est deux autres contraintes qu'on a vues dans la dernière capsule, dans le fond, c'est que la flexion et le cisaillement, c'est que c'est un mélange de compression et de tension en même temps. Donc, on se rappelle, la flexion, c'est quand je pèse au milieu, puis de chaque côté, ça va monter. Donc, il y a une force de pression aussi. Il y a une force de pression aussi sur les deux côtés qui va faire que ça monte. Mais en même temps, entre ces parties-là, il y a comme une force de tension, ça vient se faire tirer. Donc, c'est pour ça que ça, c'est un mélange des deux. Donc, on va surtout s'attarder sur compression, traction et torsion. Donc, quel matériau on va vouloir choisir avec ça? Donc, sachant que ce que devra subir le ou les matériaux qu'on va utiliser lors de l'objet, on est mieux outillé pour pouvoir choisir le bon matériau. Donc, chaque matériau a des propriétés différentes qui vont agir différemment selon les contraintes ou qui vont décrire son comportement. Et donc là, on va parler des propriétés qui sont mécaniques. Donc, c'est quoi les propriétés mécaniques qui sont recherchées? On en a une coupe, on en a 7 en fait, donc on va voir les 7. Première propriété, ça s'appelle la dureté. Donc ça, c'est une propriété que vous avez déjà entendu parler en secondaire 2 lorsqu'on parlait des minéraux. Et là, on va le voir un peu plus large que ça. Donc la dureté, c'est quoi? C'est que ça va résister à la pénétration. Quand je parle de la pénétration, c'est le fait de rentrer à l'intérieur d'un autre objet. Quand on parlait dans les minéraux, la dureté, c'était la propriété qui servait à résister à la rayure. Donc on faisait un trait, puis là on voyait si ça se faisait rayer ou non. Quand on parle des matériaux au sens large, donc on va un peu plus loin que juste le trait, on parle vraiment d'une pénétration. Donc, un poinçon qui rentre dans une feuille, ça c'est de la pénétration. De prendre un petit marteau avec un clou, puis de prendre un clou avec un marteau, puis de rentrer ça dans le bois, ça c'est de la pénétration. Donc, lorsque ça va rentrer à l'intérieur, là on va parler de dureté. Donc, un bon matériau qui a une très bonne dureté, le meilleur, c'est le diamant. Ça, vous l'avez vu dans les minéraux. Donc, lui, il a une très bonne dureté, tant au niveau rayure qu'au niveau pénétration. Il se pénètre très difficilement, il est très dur. Même si on prend un clou puis on essaie de rentrer ça dans un diamant, ça va être très difficile à faire. Ensuite, deuxième propriété, on va parler de l'élasticité. Donc, l'élasticité, c'est quoi? C'est que ça peut reprendre sa forme originale une fois qu'il va avoir subi une contrainte. Donc, si je fais une tension et que je lâche et qu'il est capable de reprendre sa forme, ça veut dire qu'il y a une bonne élasticité. Si je tire et que je lâche et qu'il ne reprend pas sa forme, ça veut dire qu'il n'y a une pas bonne élasticité. Si je presse, donc si je fais une compression que je lâche et qu'il reprend sa forme, ça aussi, ça veut dire qu'il y a une bonne élasticité. Donc, élasticité. Donc, c'est pas nécessairement de la tension, ça peut être n'importe quelle contrainte, tant qu'il est capable de reprendre sa forme. Donc, un ballon de soccer que je vais venir frapper, quand je viens de frapper mon ballon de soccer, donc j'envoie mon pied dans le ballon, quand mon pied vient frapper le ballon, mon ballon il se déforme. Puis là, après ça, il part, il rebondit à cause de ça. Mais du moment que j'ai lâché la pression, que j'ai lâché mon pied sur le ballon, mon ballon il va reprendre sa forme ronde. Si à chaque fois qu'on donnait un coup sur le ballon, on le déformerait, puis qu'il ne revenait pas à sa forme originale, il viendrait de plus en plus poqué, puis il ne roulerait plus à un moment donné. Ça ne serait pas très efficace. Mais si donc on veut avoir un ballon qui reste tout le temps rond, il faut qu'il y ait une bonne élasticité. Dernière propriété de cette page-ci, c'est la résilience. Donc la résilience, c'est la capacité de résister au choc sans casser. Donc de recevoir un choc, de recevoir un impact sans que ça casse. Donc les casques, que ce soit de moto, de vélo, de construction, d'escalade, peu importe le casque, les casques ont une très bonne résilience. Ils sont capables de recevoir un choc, puis ils vont pas casser, puis ils vont même absorber le choc pour éviter que ça soit ton crâne. Ton crâne, lui, il n'a pas une si bonne résilience que ça. Il a une bonne dureté quand même, là, le crâne, mais il n'a pas une bonne résilience. Le crâne risque de casser s'il reçoit un impact, tandis que le casque, lui, il ne cassera pas. Ça se peut qu'il casse. S'il casse, ça veut dire qu'il s'est rendu au maximum de la résilience qu'il était capable d'absorber, mais là, ça veut dire que ça a été un impact très, 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 très gros.
Prochaine propriété, donc les 4 autres qui nous restent. Donc, première propriété ici, la ductilité. La ductilité, c'est que ça peut s'étirer sans se rompre. Donc, ça ne va pas nécessairement revenir à sa forme originale. Quand ça revient à sa forme originale, on se rappelle que c'est l'élasticité. La ductilité, c'est que je vais tirer, puis je vais être encore capable de tirer, je vais être encore capable de tirer, je vais être encore capable de tirer, puis il ne va pas se rompre. Il va réussir à s'allonger de plus en plus. Le cuivre ou l'or, ce sont des bons indices, ce sont des bons matériaux, qui ont une très bonne ductilité. Okay? Donc, le cuivre, un bout de cuivre, je peux le tirer, je vais être capable d'en faire un fil tellement je vais être capable de le tirer. Il ne pourra pas revenir à sa forme originale. Donc, je le rappelle, il n'y a pas une bonne élasticité, mais il est capable de devenir un petit fil très mince, mais très long, parce qu'il y a une très bonne ductilité. Donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup les utiliser dans les fils électriques, parce qu'on peut les tirer presque à l'infini. J'exagère un peu, là, mais on peut les tirer vraiment longtemps. La malléabilité maintenant. La malléabilité, c'est le fait qu'il est capable de changer de forme sans se rompre. Donc, je peux lui donner à peu près la forme que je veux sans que ça casse. Donc, la pâte à modeler, c'est un super bon exemple de malléabilité. Donc, il se déforme très facilement. Je peux lui donner la forme que je veux. Les métaux, la plupart des métaux ont une bonne malléabilité. Donc, je peux les chauffer, ils vont devenir mous. Je vais pouvoir lui donner la forme que je veux. Donc, ça, c'est vraiment une propriété super intéressante pour pouvoir donner une forme à un objet. Ensuite, la rigidité. Donc, la rigidité, c'est que lui, il va être capable de résister à plein de contraintes différentes. Peu importe la contrainte, il va être capable de résister. Donc, sans briser. Là. Donc, les bases ou les armatures d'un pont, c'est souvent, on va aller chercher la propriété de rigidité pour qu'il soit capable justement de subir toutes les vibrations dues au fait que ça bouge, la masse, donc la compression qu'il reçoit à cause des voitures, des camions, les vents qui viennent le frapper et qui viennent le tordre un peu. Donc, s'il est capable de résister à tout ça, ça veut dire qu'il est rigide. Et le dernier, c'est la fragilité. Là, vous allez me dire, ouais, monsieur, c'est une propriété un peu étrange, la fragilité, on ne veut pas que ce soit fragile. Ça dépend. Donc, la fragilité, on s'en doute, c'est le fait de ne pas être capable de résister aux contraintes et que là, il va casser. Okay? Ça peut être une question de sécurité. Donc, pourquoi on voudrait avoir la fragilité comme propriété? C'est qu'on veut peut-être avoir une question de sécurité. Par exemple, le verre, il est fragile. Donc, la vitre, là, pas toutes les vitres, vous allez me dire. Là, il y a des vitres qui sont effectivement quand même plus solides parce qu'on a été capable d'en créer des plus solides, comme les vitres par balle, par exemple, ou les vitres dans le labo de techno, là, dans le nouveau labo de sciences, sont très rigides parce qu'on ne veut pas qu'un élève rentre dedans, casse puis tombe à l'étage des casiers. Donc, ces vitres-là ont été faites pour être rigides. Mais la plupart des vitres sont quand même fragiles. Donc, ainsi, mettons, dans une voiture, on veut avoir des vitres qui sont quand même fragiles. Pourquoi? Parce que si on a un accident, puis que la personne elle est inconsciente, puis que les portes sont rendues barrées, on veut que les pompiers puissent réussir à casser la vitre pour aller sortir la personne. Si la vitre elle était incassable, qu'elle n'était pas fragile, on ne serait pas capable de sortir la personne de l'accident de voiture, puis ça ne serait pas super pratique. Donc, avec des vitres qui sont cassables, on est capable d'aller pouvoir sortir la personne. Donc, la fragilité peut avoir un impact donc, de sécurité. Ou de plein de choses. Là. Ça peut être plein de raisons pour qu'on veut utiliser la fragilité, mais l'impact principal, je vous dirais que c'est la sécurité. Ensuite, on a des propriétés qui, elles, ne sont pas mécaniques. Donc, c'est des propriétés non mécaniques. Donc, elles ne sont pas en lien avec des contraintes physiques, mais elles sont tout autant importantes dans le choix du matériau. Okay? Donc, les voici. On en a 4. Là, vous allez dire, oh, monsieur, il y en a 5 sur votre diapo. J'y arrive. Donc, les 4 propriétés qui sont non mécaniques. La première qu'on a, c'est la résistance à la corrosion ou à l'oxydation. Donc, ceci est capable de ne pas réagir face à une substance corrosive. L'acier inoxydable, donc l'inox, ça va rouiller difficilement. Donc, en fait, la corrosion, c'est comme la rouille. Donc, l'acier inoxydable, mettons, la plupart de vos ustensiles de cuisine, là, donc la fourchette cuillère sont en acier inoxydable. Donc, ça ne rouille pas facilement. Vous aurez remarqué que vous pouvez les laver à répétition dans votre lave-vaisselle. C'est bien rare qu'ils vont rouiller. Ça peut arriver des fois quand c'est un acier inoxydable qui est cheap, mais habituellement, ça ne rouillera pas. Donc, ça, il y a une bonne résistance à la corrosion, donc il va pouvoir résister longtemps dans le temps. Donc, ça, c'est très efficace. Mais on a des aciers. L'acier normal, lui, il a une moins bonne résistance à la corrosion. Ensuite, on va avoir la conductibilité électrique. Là, vous allez me dire, attendez, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, pourquoi on ne voudrait pas tout le temps des choses qui sont résistantes à la corrosion? Parce qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Si on a un objet qui n'est jamais en contact avec une substance corrosive, on n'a pas besoin d'avoir ça, une résistance à la corrosion. Donc, c'est un coût de moins, parce qu'habituellement, les objets qui vont être résistants à la corrosion vont être plus chers. L'acier inoxydable est plus cher que l'acier normal. Donc, si on a quelque chose qu'on construit qui ne sera jamais en présence de quelque chose qui va pouvoir le rendre rouillé, on n'a pas besoin de l'utiliser. Donc, on va aller chercher son penchant qui n'est pas résistant à la corrosion.
Ensuite, la conductibilité électrique, donc s'il peut facilement laisser passer le courant électrique. Donc le cuivre, qu'on en parlait tout à l'heure avec la ductilité, le cuivre a une excellente conduction électrique. Donc c'est pourquoi on va vouloir l'utiliser dans les fils électriques, parce qu'il est très ductile, donc je peux l'étirer à vie, puis en plus, il conduit bien l'électricité. Tandis qu'on pourrait aller chercher quelque chose d'autre qui serait très ductile, mais qui ne conduit pas l'électricité, ben, ça ne sera pas efficace dans un fil électrique. Donc la conductibilité électrique est une propriété qui est non mécanique, mais très importante. La conductibilité thermique maintenant. Donc, s'il peut facilement conduire la chaleur ou au contraire, l'isoler. Donc, la laine minérale, c'est un excellent isolant, donc il ne laisse pas passer la chaleur. Peu importe que ce soit chaud ou froid, il ne laissera pas passer. Au contraire des métaux qui, eux, vont laisser passer la chaleur. Donc, la laine minérale, on va l'utiliser dans les murs pour pouvoir isoler nos maisons, mais les métaux, on va l'utiliser dans une poêle pour pouvoir faire chauffer notre nourriture. Donc, ça, c'est deux choses. On voit que la conductivité thermique peut avoir des impacts différents. Ensuite, le coefficient de dilatation thermique. Le coefficient de dilatation thermique, c'est le fait, est-ce que mon objet va changer, donc va se dilater par rapport à la température. On a des objets qui, avec les changements de température, changent de forme. Puis on a des objets qui, avec les changements de température, ne changent pas vraiment de forme. Par exemple, là, vous allez me dire, votre exemple est un peu étrange, mais vous allez le comprendre. Donc, le béton a un moins bon indice de dilatation thermique que l'asphalte. Ça veut dire que le béton change vraiment moins de forme, peu importe avec le changement de température, que l'asphalte. Là, vous allez dire, ouais, mais. Puis là, j'ai dit, ce qui fait que nous voyons le plus souvent des routes en asphalte plutôt qu'en béton. Là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi on ne prend pas du béton si ça ne change pas de forme avec la température? Parce que le béton est plus cher. Donc, effectivement, la plupart de nos routes, on les voit en asphalte parce que c'est moins cher, même s'il y a un coefficient de dilatation plus grand. Donc, l'asphalte bouge beaucoup plus avec les changements de température que le béton. Mais vous allez voir certaines routes que de plus en plus on le voit arriver tranquillement au Québec, que le béton va être utilisé pour faire la route. L'autoroute 20, donc quand vous prenez la 132 vers Boucherville, puis là vous prenez l'autoroute qui va dans Boucherville, mettons jusqu'au Ikea, l'autoroute 20 a été refaite il y a, mettons, une 15-20 d'années, puis elle est en béton. Vous avez peut-être déjà remarqué même que quand vous roulez sur l'autoroute 20, ça ne fait pas le même son. Le son est complètement différent parce qu'elle est en béton. Donc l'autoroute 20, elle a coûté beaucoup plus cher à produire cette section-là, parce qu'elle est en béton et ça coûte plus cher. Sauf que, depuis que ça a été refait il y a 15-20 ans, 15 ans peut-être, ben on n'y a pas vraiment retouché. On n'a vraiment pas beaucoup souvent retouché parce que justement, comme elle est en béton, elle a moins cassé avec les changements de température. Vous avez peut-être déjà remarqué aussi sur les ponts, quand vous roulez sur un pont, ça fait toc-toc, 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 en avançant. Et pourquoi ça fait le toc-toc? C'est que les ponts sont faits comme tels qu'il y a des grilles. Okay? Il y a des grilles comme ça. Et là, de chaque côté ici, on a de l'asphalte. De chaque côté de la grille, on va avoir de l'asphalte. Avec les changements de température, donc quand ça refroidit ou quand ça chauffe, peu importe, là, ces grilles-là vont pouvoir bouger. Donc, à la place que ce soit l'asphalte qui vienne craquer et casser, ben, c'est la grille qui bouge comme ça et qui va pouvoir s'emboîter les unes dans les autres pour éviter que l'asphalte casse. Et cette grille-là, ben, quand on roule dessus, ça va être toc-toc, toc-toc, en roulant dessus. Donc, ça, c'est le principe à cause des dilatations thermiques. Donc, on va vouloir choisir des matériaux soit qui se dilatent beaucoup, ben en fait, c'est rare qu'on va vouloir qu'ils se dilatent beaucoup ou qu'ils se dilatent moins encore, mais encore là, ça va dépendre du coût. Le dernier que j'ai rajouté, les deux derniers, j'ai mis le coût et la masse volumique. Ce n'est pas des propriétés non mécaniques, ça ne rentre pas dans les propriétés comme ça, sauf que c'est quelque chose quand même qu'il faut penser quand on choisit un matériau. Le coût, ben l'argent va souvent décider du choix final de l'objet. Si on a beaucoup d'argent, ben on va prendre l'argent pour faire des routes en béton, mais si on a moins d'argent, on va prendre l'argent pour faire des routes en asphalte, donc ça va coûter moins cher. Puis la masse volumique, encore une fois, ça peut nous aider à choisir. Si on veut faire quelque chose de très léger, ben, je n'irai pas choisir du béton, je vais peut-être aller chercher du bois. Donc, ça se peut que ce soit un peu moins solide, mais au moins, ça va être plus léger. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, terminé, les exercices que je vous demande de faire, page 299 et page 300, numéros 2 et 3. Et de plus, vous allez me faire ce petit exercice-là. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est que vous allez me dire pourquoi vous croyez qu'on a choisi ces matériaux-là en fonction des propriétés, que ce soit des propriétés mécaniques ou non, ou ça peut être aussi des contraintes qu'on a vues dans la dernière capsule. Donc, dans le cahier de charge, il y avait des contraintes qu'on a vues. Vous pouvez aussi utiliser ces contraintes-là pour l'expliquer, mais je veux surtout que vous attarder aux propriétés mécaniques ou non. Donc, on a une assiette en porcelaine, une carrosserie de voiture, un pneu d'une voiture, le bureau en bois d'une classe, le béton armé dans la construction d'un gratte-ciel et un objet de votre choix. Donc, vous choisissez un objet, puis vous me dites en quoi il est fait, et vous m'expliquez pourquoi on a choisi ces matériaux-là en fonction de quelle des propriétés ici. Donc, ces 7-là, ou ces 5 ici, 6 ici qui sont là. Donc voilà, c'est tout ce que je vous demande. Un petit, vous me dites c'est quoi, puis avec un petit texte à côté. 2-3 lignes après, à peu près. Là. Alors, bonne fin de journée!